résoudre un conflit de la vie de tous les jours, que ce soit avec des proches ou avec de parfaits inconnus? C'est ce qu'on va voir. Alors, on a tous déjà vécu un ou plusieurs conflits avec un proche, quelqu'un de notre famille, un ami, au niveau professionnel, et aussi dans les interactions de la vie de tous les jours. Par exemple, en conduisant, euh, en allant faire ses courses, en marchant dans la rue, etc. Donc ici, je vais bien parler des conflits du quotidien et non pas des drames. Et l'idée, c'est de voir un peu comment on peut se détacher du poids de ces conflits qui parfois nous plombent au niveau de notre énergie, peuvent ternir notre journée, même influencer notre sommeil, parce que parfois ça nous déstabilise pendant plusieurs heures, plusieurs jours après que le conflit ait eu lieu. Donc c'est tout ça qu'on va voir au cours de cette vidéo. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie résoudre un conflit? Donc pour résoudre un conflit, il faut que les deux parties, les deux personnes, arrivent à trouver un terrain d'entente, se mettre d'accord, s'apaisent mutuellement, décident d'un commun accord de baisser les armes. Donc pour résoudre un conflit, ça dépend bien des deux personnes. On ne peut pas forcer l'autre partie, l'autre personne, les autres personnes, à s'apaiser, à cesser de nourrir de la colère, à chercher un compromis, à éventuellement se remettre en question au niveau de leur comportement. Mais on peut s'extraire de l'influence d'un conflit et donc cesser de l'alimenter. On peut avoir une influence positive sur les autres, bien sûr. On peut les toucher, on peut les inspirer, on peut arriver à se faire entendre, peut-être pas du premier coup, mais à force. On peut influencer de manière positive la personne, mais au final, la personne garde toujours son libre arbitre. C'est à elle qu'appartient le choix de se laisser toucher, de se laisser inspirer, de s'apaiser, de cesser d'être en colère, etc. Donc on peut adopter une attitude, une posture, une manière de nous exprimer, de réagir, qui vont favoriser une résolution, c'est-à-dire qui vont semer une graine pour éventuellement qu'en face, l'autre partie adopte une posture similaire. Et je dirais qu'il est important d'ailleurs d'être bien vigilant à ne pas trop nourrir d'attentes. Si on veut absolument résoudre un conflit, c'est louable de notre part, mais pour autant si on exerce une pression sur l'autre, finalement on continue d'exercer un rapport de force. Donc c'est contre-productif. Donc là, on a vraiment la possibilité d'agir, c'est sur notre manière à nous de réagir, de nous exprimer, de ressentir l'émotion, etc. Comme à chaque fois, la clé se trouve en soi. Mais c'est vrai que nous, en général, les êtres humains, on a plutôt tendance à penser que si un conflit n'avait pas eu lieu, on se sentirait beaucoup mieux, que si l'autre n'avait pas réagi comme ça, le conflit n'aurait pas pris telle proportion, etc. Donc on a souvent tendance à remettre la faute à l'extérieur de soi, ou aussi à se culpabiliser. Et à penser qu'on n'a pas finalement le pouvoir là-dessus. Ce qui est intéressant d'observer quand on vit un conflit, c'est la proportion que prend notre émotion par rapport à l'événement lui-même. Donc là, il ne s'agit pas de se juger, de ressentir de la colère, de la peur, de se blâmer, de vivre des émotions intenses, etc. Mais c'est plutôt juste de ramener un peu de conscience et d'essayer de mieux comprendre ce qui se joue, ce qui se vit. Est-ce que je me laisse traverser par l'émotion, je l'accueille, je la laisse me transmettre l'information qu'elle a à me transmettre et qui va pouvoir me permettre de réagir en conséquence, puis je passe à autre chose? Ou est-ce que je me laisse complètement submerger par l'émotion? Il y a comme un débordement, beaucoup de confusion, et ensuite je continue de nourrir
cette émotion avec des ruminations. Je repense beaucoup à ce qui s'est passé, à ce que j'aurais dû dire, à ce que j'aurais pas dû dire, etc. Et ça peut durer pendant des heures, pendant des jours. Donc là, il y a quand même une nuance. On peut aussi refouler toutes ces pensées, toutes ces émotions. C'est une autre manière de réagir. Mais sentir au fond de soi voilà, un malaise, la culpabilité qui nous ronge de l'intérieur. Quand il y a un conflit, ce qui est toujours très intéressant, c'est de vérifier quelle part de soi est embarquée dans le conflit, réagit, voire alimente le conflit. Qui en moi est en colère? Qui en moi demande réparation? Qui en moi estime être bafoué? Et aussi, est-ce que ça m'évoque une scène du passé? Un mot, une phrase entendue dans le passé? Le comportement d'une personne auquel j'étais confrontée dans le passé? Est-ce que ça fait émerger une émotion du passé? Parce que là, ça donne une indication sur la part de moi qui est touchée par ce conflit. C'est-à-dire une part blessée par un événement du passé et qui trouve sa résonance dans le conflit vécu dans le présent. Si en plus de nos émotions, on a des pensées qui sont vraiment, qui généralisent, qui catégorisent, du type c'est toujours comme ça, j'ai jamais de chance, c'est tous les mêmes, à chaque fois ça m'arrive, ça cessera jamais. Là aussi, ça indique encore une fois que c'est peut-être votre ego blessé qui réagit. Donc, l'ego blessé, il adore faire des généralités et accuser l'extérieur, ce qu'on a vu tout à l'heure, ou accuser son hôte, c'est-à-dire nous. Et donc on se retrouve avec un critique intérieur qui nous en met plein la figure, voire avec qui on a encore plus de difficultés que les difficultés qu'on avait rencontrées lors du conflit. Donc ça en rajoute vraiment une couche. Une autre indication, c'est si vous ressentez que vous n'avez pas vraiment envie de trouver de solution au conflit, que vous aimeriez bien avoir le dernier mot, que vous pensez absolument avoir raison et qu'il faut que l'autre l'entende. Il faut que l'autre le sache, le reconnaisse. Là, ça donne quand même une idée que l'ego se cache derrière. Parce que l'ego blessé n'aime pas les solutions, il préfère les conflits, il aime les rapports de force, le ressentiment, la colère. Ça le nourrit. Ça justifie sa présence en nous, parce que sinon, pourquoi est-ce qu'il existerait ? Et quand il est alimenté comme ça, il peut continuer à s'exprimer et nous faire tout voir à travers son prisme. Donc on perd complètement hauteur de vue, tout se rétrécit, se contracte. D'ailleurs, souvent, dans ces moments-là, on sent aussi une contraction au niveau du corps physique. Donc à chaque fois, on peut se demander, même si c'est après coup, évidemment, c'est peut-être pas toujours au moment où le conflit a eu lieu, mais c'est, voilà, est-ce que c'est mon ego blessé qui a réagi ou est-ce que, en fait, j'ai plutôt abordé ce conflit, j'ai ressenti une émotion, évidemment, je suis pas un robot, mais j'ai abordé plutôt ce conflit depuis un espace de apaisé, avec une vision quand même assez élargie des choses, c'est-à-dire depuis ce que j'appelle la conscience supérieure, qui voit finalement au-delà des peurs, au-delà des masques, au-delà des jeux d'ego. Donc c'est voilà, une vision qui englobe plus les choses. Parce que quand on est au niveau de l'ego blessé, c'est beaucoup plus difficile de voir les autres dans leur complexité. Tout est beaucoup plus binaire et étriqué. Tu es avec moi ou tu es contre moi. Point. Alors que quand on prend la hauteur, on peut visualiser on peut aussi visualiser le conflit d'ailleurs à l'échelle de notre vie. Est-ce que ce conflit-là qui a eu lieu à l'échelle de ma vie entière, à l'échelle de la vie de mes enfants, de ceux qui me sont chers, et même à l'échelle, pourquoi pas, de l'humanité, de la planète, qu'en est-il de ce conflit? Et là, on peut se rendre compte que l'enjeu de ce conflit va quand même facilement diminuer. Et dans ces moments-là, on est plus alors disposé à envisager des questionnements suivants, à savoir en quoi gagner ce conflit, avoir raison, va apporter quelque chose de significatif, de positif à ma vie et dans la vie de ceux qui me sont chers. On peut aller plus loin dans sa réflexion aussi, se demander est-ce que c'est vrai que l'autre m'a agressé ? Comment est-ce que moi j'étais à ce moment-là ? Quel était mon état d'esprit ? Quelle pensée est-ce que j'étais en train de nourrir
au sujet de moi-même, au sujet de la vie, au sujet des autres, juste avant de vivre ce conflit? Est-ce que l'agressivité de cette personne à mon encontre pourrait être le reflet de cette colère que j'avais moi-même 1 heure auparavant et dont je n'avais pas pris conscience? Alors évidemment, nuance, je ne justifie aucunement toute forme d'agressivité à l'encontre de qui que ce soit. Voilà, j'amène juste des pistes de réflexion pour enrichir la perception qu'on peut avoir d'un conflit et sortir de ce côté binaire et duel. Un exemple. Je me lève préoccupée, voilà, je me sens pas très bien, je rumine, je me sens pas confiante. Je me sermonne intérieurement et je suis happée par le brouillard de mes pensées. Ce qui fait que je suis pas vraiment présente, je fais pas attention à ce qui se passe autour de moi, je suis ailleurs. Puis je vais à la poste parce que j'ai récupéré un colis. Tout d'un coup, quelqu'un dans la file d'attente me crie dessus en me disant que je suis passée devant. Que je lui suis passée devant, pardon. Je vais probablement me sentir agressée par cet accès de violence. Et c'est parfaitement légitime. C'est pas agréable du tout. Ça va me réveiller un peu comme une douche glacée. Mais là où ça devient intéressant finalement, c'est est-ce que cette colère que cette personne vient d'exprimer à mon encontre n'est pas la matérialisation du discours que moi j'étais en train de nourrir, sans me rendre compte. Donc à travers elle, je peux prendre conscience de quelque chose qui se passait en moi. Et quand je comprends tout ça tout d'un coup, je peux regarder la personne avec peut-être un petit peu moins de colère. Je peux prendre peut-être l'échange avec un peu moins d'émotion, un petit peu plus de distance, un peu plus de nuance. Et peut-être que la personne en face va redescendre elle aussi plus facilement en pression parce que voilà, j'aurais pas réagi en lui sautant à la gorge. Donc je pense que c'est toujours intéressant de prêter attention au contexte dans lequel a eu lieu un conflit, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en moi juste avant, la veille, même quelques jours avant, dans quel état d'esprit j'étais, énergétiquement comment je me sentais, etc. Alors vous pourriez me répondre, mais si on n'a vraiment rien à se reprocher et qu'en plus on était dans un bon état d'esprit et que pour autant on se fait prendre à partie dans un magasin, en voiture, ou qu'un de nos proches nous dit des choses vraiment désagréables, qui sont injustifiées, on va quand même pas se laisser faire et accepter sans rien dire. Alors c'est toujours la même question. Qui en nous considère qu'on n'a rien à se reprocher, qu'on ne doit pas se laisser faire? Est-ce que c'est une part égotique, une part blessée, une réminiscence du passé, ou est-ce que c'est vraiment notre conscience cet espace de conscience qui n'est pas blessé, qui ne cherche pas absolument à avoir raison, qui ne se sent ni supérieur ni inférieur, qui n'a rien à prouver, qui ne cherche pas à convaincre, mais qui, voilà, depuis cet espace-là, constate effectivement que la réaction de l'autre manque de justesse et voilà, qu'il faut quand même répondre d'une certaine manière, d'une manière juste, mais qu'il faut quand même répondre. Dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est de voir justement si on arrive à maintenir cet état de conscience, cet alignement, cette justesse, à garder notre recul, pour justement trouver la posture, le ton de la voix adaptée, les mots justes qui ne vont pas être accusateurs, qui ne vont pas non plus faire qu'on se victimise, ce qui s'apparente d'ailleurs à la communication non violente. Ou bien est-ce qu'on est tenté de donner les commandes à notre ego blessé sous prétexte que l'autre en face manque de justesse. Donc c'est un bon exercice de style. C'est aussi l'occasion d'intégrer véritablement qu'on ne peut pas attendre que les autres réagissent comme on aimerait qu'ils réagissent, même si nous, on estime réagir avec une certaine hauteur. Et que c'est parfois tentant justement de tomber dans le piège de vouloir faire la leçon aux autres, sous prétexte que nous, on serait davantage conscient de ce qui se joue, en disant des phrases du style tu vois, c'est parce que tu manques de hauteur, tu n'as pas assez travaillé sur tes émotions, tu manques de conscience. Parce que là, c'est la position du gourou qui se place au-dessus des autres. Mais il ne faut pas oublier qu'à d'autres moments, c'est peut-être nous qui avons manqué de justesse et les autres qui en ont fait preuve davantage. Enfin, c'est toujours intéressant de comprendre s'il y a quelque chose qui peut nous servir dans ce qu'on vient de vivre. Quand je dis servir, c'est-à-dire
qui peut nous apprendre quelque chose d'intéressant sur nous-mêmes, même si c'est tout petit. Par exemple, si j'ai vécu une discussion houleuse avec mon frère, est-ce que les paroles que mon frère a eues à mon encontre, même s'il était agressif, même s'il aurait pu s'exprimer avec beaucoup plus de bienveillance, même s'il a dit tout un tas de choses qui étaient fausses, et en tout cas avec lesquelles je ne suis pas d'accord, est-ce que dans le lot, il n'a pas dit quelque chose de pertinent et qui peut être intéressant pour moi de prendre en compte, même si je n'ai pas envie de le reconnaître, même si une partie de moi ne veut pas reconnaître qu'il puisse avoir mis le doigt sur quelque chose. En adoptant une posture équilibrée, plus neutre, plus objective vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de l'enjeu, qui n'est pas accusatrice, qui ne se laisse pas non plus marcher sur les pieds, on est plus en position d'influencer positivement le cours des événements, de semer une graine de conscience et de paix chez l'autre, plutôt qu'en cherchant absolument à avoir le dernier mot ou à convaincre l'autre. Pour autant, ce n'est pas toujours possible, car chacun, comme on l'a vu tout à l'heure, a son libre arbitre. Dans ce cas-là, le fameux lâcher-prise est très utile, le lâcher-prise avec des autres évidemment, parce que nous, on a toujours la possibilité d'ajuster notre manière de réagir, de percevoir les choses et de vivre les événements. Donc pour résumer en quelques points, je dirais premier point, toujours observer le contexte. Comment est-ce qu'on se sentait, à quoi on pensait, qu'est-ce qui s'est passé en nous, dans notre vie, juste avant le conflit, que ce soit la veille ou quelques jours plus tôt. En deux, essayer de prendre conscience de l'émotion qui se présente à nous lors du conflit et l'accueillir, la laisser nous traverser, sans s'y identifier, sans s'y accrocher, en se disant, voilà, elle m'apporte une information, c'est tout. C'est pas moi cette émotion n'est pas moi, mais elle m'apporte une information. Cette information a de la valeur. Donc je ne suis pas non plus en lutte. Observer également le degré d'intensité de l'émotion, son degré d'intensité par rapport à l'événement lui-même, peut nous montrer s'il y a une blessure sous-jacente ou pas. Observer, en 3, observer si je suis en réaction, si je suis activée. Est-ce que c'est une part de moi blessée qui réagit ? Ou est-ce que j'aborde ce conflit depuis un espace de conscience plus élargi, plus éclairé, plus apaisé ? En 4, est-ce que cet événement, est-ce que ma réaction, est-ce que le comportement de l'autre, qu'a pu dire l'autre, me ramène dans le passé, m'évoque une scène du passé, m'évoque une émotion du passé ? Parce que si c'est le cas, je peux en déduire qu'il y a amplification émotionnelle, puisque l'émotion du passé vient se superposer à celle du présent. En 5, essayez dans la mesure du possible de marquer une pause avant de réagir. C'est un petit temps d'arrêt qui n'a l'air de rien, mais qui nous permet de digérer plus facilement l'émotion et l'information qui viennent à nous, et de réagir depuis un espace un petit peu plus conscient, un petit peu plus présent et un peu moins confus. Et ça peut faire la différence. En 6, toujours essayer de changer de perspective en regardant la scène d'un point de vue extérieur. Comme si c'était une scène de théâtre ou un film, avec que les personnages, notre personne, les autres personnes, étaient des personnages, des acteurs. Parce qu'alors, je vais avoir une vision beaucoup plus globale, je vais me détacher un petit peu plus émotionnellement, et je vais peut-être avoir accès à d'autres informations. Par exemple, mon langage corporel, ce qu'on appelle le langage non verbal, qui est tout aussi important que le langage verbal, et dont j'avais pas conscience quand je vivais le conflit et que j'étais vraiment à l'intérieur de ce conflit. En 6, se poser la question concrètement, est-ce que ça va vraiment changer ma vie de manière positive et celle de mes proches, si c'est moi qui ai le dernier mot, si c'est moi qui ai raison. En 7, essayer de cultiver la posture de la neutralité saine. Parce que la neutralité saine nous permet de nous extraire plus facilement du rôle de la victime et du bourreau, et donc des rapports de force. Si je ne suis ni la victime de l'autre, ni la coupable, alors je me laisse moins embarquer dans le conflit. Et l'enjeu baisse considérablement. Parce que je n'ai rien à prouver et je n'ai rien à défendre. En 8,
accepter le libre arbitre de l'autre. Accepter euh, qu'il ne veuille peut-être pas apaiser les choses, résoudre les choses, reconnaître éventuellement voilà, un manque de justesse dans son comportement, etc. Ou, si c'est nous qui sommes en tort, entre guillemets, nous excuser, nous pardonner. Et ne pas chercher absolument à le convaincre. Parce qu'on peut, voilà, comme je disais tout à l'heure, inspirer les autres, mais plus on sera insistant et plus on manquera de justesse, et donc ce sera l'effet inverse qu'on obtiendra. Et en neuf, si c'était une leçon pratique d'école, l'école de la vie, et qu'après je me retrouvais en classe avec un professeur, me demandant d'expliquer en quoi cette expérience pourrait être intéressante du point de vue de la sagesse, de la connaissance de soi. Qu'est-ce que je dirais ? Alors ça peut paraître difficile, voire absurde, mais en fait ça permet de changer de regard sur l'événement, ça permet de le transformer et de le percevoir plus comme quelque chose qui nous contraint, qui nous limite, qui nous oppresse, mais vraiment comme une opportunité d'évolution, de croissance, d'en apprendre davantage sur nous-mêmes. Donc voilà les différents points que je trouve importants, intéressants pour ramener un peu plus de conscience dans tous ces conflits du quotidien qui peuvent parfois être un peu pesants. Et du coup, pour s'en détacher aussi plus facilement et aussi pour favoriser un terrain plus propice à la paix. Voilà. Donc si vous avez, vous, des réflexions, des pistes, des outils qui peuvent enrichir la manière dont on peut chacune gérer au mieux un conflit, ça peut être vraiment très intéressant. Moi je suis preneuse et je pense qu'on n'aura jamais assez d'outils pour ça. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.